nous le faisons ailleurs. Pour ceux qui ont déjà eu à se frotter avec les relations internationales, on peut parler à partir des concepts, mais nous préférons être beaucoup plus en tenant compte de la diversité des profils. On dit que l'analyse des politiques étrangères comme okay? Le support, du coup, je ne suis pas en train de dicter. D'accord? Je ne suis pas en train de... Comment? Alors, écoutez, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale ici. OK? Que nous ne sommes pas là pour donner des avis. D'accord? Vous écoutez, on dit que l'enseignement, c'est la dictature du savoir. D'accord? La méthode, c'est par ici. C'est moi qui donne le ton. Est-ce qu'on comprend? Parce que si on se met à faire des caprices, on se met à vouloir satisfaire aux caprices des uns et des autres, voyez-vous, on ira dans tous les sens, on ne va même pas atteindre notre objectif. D'accord? Oui? Merci pour la parole. Vous venez de dire quelque chose d'important. Tenez, il y a un micro, hein. On peut se malader. Merci, monsieur, pour la parole accordée. Vous venez de dire d'emblée quelque chose d'intéressant, c'est que l'introduction, c'est la partie la plus importante, parce que le reste n'est que pratique. Et je propose, au fait, comme vous avez su dire qu'il y a plusieurs profils et autres, est-ce que ce n'est pas mieux de mettre d'abord l'emphase sur l'introduction, c'est-à-dire qu'on puisse au moins avoir des notes claires, et après l'introduction, on peut maintenant couler sur la dictature intellectuelle que vous avez se proposer, vu qu'on aura déjà les supports, parce que je pense, c'est une supposition, si on bâcle déjà l'introduction, même si on a les supports plus tard, on sera déphasé concernant tous les profils qui sont rassemblés. Alors, ce que vous dites est très vrai, c'est même pertinent, c'est même preneur. Seulement, j'ai dit une chose, c'est que je n'apprends pas l'enseignement. OK? Je suis là pour vous dire comment est-ce que ça va se passer. D'accord? Je prends tout mon temps. Je ne bâcle pas l'introduction. Nous avons encore plus d'1h30. Cette séance est réservée uniquement pour l'introduction. Alors, soyez simplement attentifs. Vous ne comprenez pas, vous arrêtez là. D'accord?
Prenez des notes si vous voulez, comme vous voulez. D'accord? On prend des notes en fonction de ce qu'on comprend. En fonction de ce qu'on comprend, on prend des notes. Ne regardez pas chez la voisine, il a dit quoi, il a dit non, non, non. Soyez plutôt attentifs. Le plus important, c'est ce que vous écoutez, ce que vous comprenez. Très bien. Alors, on y va. J'ai dit on va pas à pas, hein, c'est-à-dire que je ne veux pas... je vais tenir compte de ces sensibilités. Très bien. Nous avons dit que l'analyse de la politique étrangère comme domaine distinct de la discipline des relations internationales s'est considérablement développée des 2 dernières décennies. Je veux dire en d'autres termes que l'étrangère a pris cours depuis 20 ans. Les questions liées à l'analyse des politiques disciplines et sont davantage nouvelles. Pourquoi? Parce que l'étude a un choix fondamental. Phénomène social. Ça veut dire en d'autres termes que l'étude de la politique étrangère ne va pas c'est avec Émile Durkheim. Imagine, c'est quelque chose qui existe. Tout phénomène social. Et de ce fait, celui du système soit de précision. Dissociable, à savoir la politique étrangère proprement dite et internationale. Parce que la politique étrangère consiste à un unique, voire des principaux acteurs des relations internationales. On va l'expliquer pourquoi quand on verra alors les théories des relations internationales. La politique étrangère relève d'abord des États. On parle de politique étrangère, en fonction des États. Ce sont les États qui sont les acteurs de la politique étrangère.
Mais le système international, quant à lui, est le lieu où l'on retrouve non seulement les États, mais les autres acteurs. Voilà pourquoi on parle du système, c'est-à-dire que l'existence d'autres acteurs qui forment ce qu'on appelle le système international. Donc la politique étrangère, elle se ramène d'abord aux États. Ce qui, effectivement, nous amène à voir enfin qu'au niveau des méthodes, ce courant s'oppose sans le renier à la tradition historico-juridique qui a dominé la discipline des relations internationales jusqu'à tout récemment. On a dit que, enfin, au niveau des méthodes, ce courant s'oppose sans le renier à la tradition historico-juridique qui a dominé la discipline des relations internationales jusqu'à tout récemment. Ça veut dire que, à la réalité, les relations internationales étaient étudiées sous le prisme historique et juridique. Or, la politique étrangère, je ne sais pas si, du moins, quand on parlait de la dimension historique et juridique, ça veut dire que l'histoire des relations internationales était d'abord s'inscrivait dans un champ historique, c'est-à-dire qu'on faisait la trajectoire historique des rapports entre les États sur la scène internationale. Si on intègre la dimension juridique, c'est effectivement étudier les relations internationales, se ramener à étudier les règles qui encadraient le comportement de ces acteurs étatiques sur la scène internationale. Voilà pourquoi est-ce que les relations internationales étaient donc étudiées sous le prisme historico-juridique, c'est-à-dire l'histoire des relations internationales à partir des règles juridiques. Ce qui est différent en ce qui concerne la politique étrangère, puisqu'on a dit que la politique étrangère, elle, va reposer sur quoi? Sur l'étude des faits. La politique étrangère, c'est un fait, c'est un phénomène social. C'est-à-dire qu'il ne repose pas sur un prisme juridico-historique, mais à partir de ce qui existe, ce que l'on voit, ce qui est observé tous les jours, à l'analyse, voyez-vous. Je n'ose pas vous donner des exemples, tout au moins attirer votre attention sur ce qui se passe sur la scène internationale. Ce que fait les États-Unis sur la scène internationale, on ne peut pas le nier, n'est-ce pas? On ne peut pas nier que les États-Unis ont eu à enlever un président de la République. Ça rentre dans leur politique étrangère. On va voir tout à l'heure là ce qui c'est que la politique étrangère. Mais vous pouvez déjà comprendre que ce sont des faits de la politique étrangère des États-Unis. C'est-à-dire que l'attitude, la manière, les actions qu'un État mène sur la scène internationale au mieux de ses intérêts. Voyez-vous, vous pouvez donc comprendre que, on va le voir par la suite là, que chaque État, évidemment, a une politique étrangère différente. Parce que chaque État, effectivement, a des intérêts différents des uns et des autres. Voilà donc pourquoi est-ce que vous allez voir certains États s'offusquer, n'est-ce pas, de l'attitude des États-Unis sur la scène internationale, d'autres le soutenir. Voyez-vous, on a vu la France qui, à un moment donné, a soutenu les États-Unis d'avoir enlevé le président Maduro, n'est-ce pas? Alors, il faut suivre l'actualité, hein. Vous êtes des internationalistes, vous devez suivre l'actualité au quotidien. La France qui a soutenu. Or, on va le voir dans la politique étrangère de la France, il y a que la France, elle est là pour diffuser les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Quand un État comme la France vient déjà à soutenir l'enlèvement d'un président de la République, voyez-vous,
ça pose un problème en ce qui concerne l'idée même de la politique étrangère des États. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit la politique étrangère doit être étudiée comme un phénomène social, c'est-à-dire un fait. C'est-à-dire ce qui est et non ce qui devrait être. Elle dit que non, je soutiens les droits de l'homme. Mais dans les faits, quand ce qu'on voit, on constate que elle mène des guerres un peu partout. Elle arrache les territoires. Elle supporte les dictateurs. Voyez-vous? Donc, la politique étrangère, donc, c'est l'étude d'un fait, de ce qui est, de ce qui existe. On ne crée pas. Voilà donc pourquoi on dit qu'elle s'oppose à la tradition historico-juridique de la discipline des relations internationales. L'étude donc de la politique étrangère doit conduire à un savoir cumulatif. Le savoir cumulatif, c'est quoi? Oui. Oui. Quand vous dites que la politique étrangère, c'est l'étude des faits, j'aimerais savoir si les faits sont des faits qui sont faits à l'étranger ou bien de manière interne, puisque on parle ici de domaine social également. Oui. Voilà, donc j'aurais voulu Oui, votre question est pertinente. Effectivement, ce sont des faits internationalisés. OK? Ce sont des faits qui se trouvent sur la scène internationale. La question que vous allez me poser, où est la scène internationale? Où est la scène internationale? C'est celle-là, comme le dit votre camarade, qui est à l'extérieur des frontières des États. D'accord? Une fois qu'un État s'exporte à l'extérieur, il est déjà dans la matérialisation de sa politique étrangère. Voyez-vous? Oui? Tous les États doivent être souverains. Maintenant, je ne vois pas exactement l'importance de la politique. Et la politique étrangère, moi, je vois que ça je suis en train de voir que ça c'est ça vient gérer, disons, si on peut le dire de cette façon, ça vient gérer les problèmes d'autres États. Donc, je ne vois pas exactement pourquoi on étudie exactement la politique étrangère, étant donné que les États doivent être libres de choisir des politiques, faire le faire ce qu'ils veulent, au fait, je voudrais comprendre. Oui, je suis très satisfait de ce que vous êtes attentif, de ce qui est en train d'être déblayé. Nous ne sommes qu'au début et vos questions commencent déjà à être assez pertinentes, à savoir que pourquoi les États agressent les autres États, c'est ça? Les États ont les intérêts. Est-ce que vous avez compris? Les États ont des intérêts. Et pour satisfaire à ces intérêts-là, les intérêts, effectivement, reposent sur la satisfaction de leurs manquements sur le plan local. On va à l'extérieur pour chercher ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Alors, si moi je vois que vous avez ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux moyens. Soit vous faire la guerre, soit négocier, c'est-à-dire coopérer, voir comment est-ce qu'on peut coopérer. Vous allez donc voir que certains États utilisent les deux modalités en fonction de la configuration du système international et en fonction aussi des moyens dont ils disposent. Les États-Unis se voient comme la toute-puissance mondiale. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils disent, je veux le Groenland. Je vais l'avoir par tous les moyens, que ce soit par la force ou par la... Ils ont besoin du Groenland. Ils ont besoin des ressources pour alimenter leur population, leurs besoins sur le plan local. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils disent, par force ou par négociation, je veux avoir ces ressources du Groenland. Voyez-vous, ils sont guidés par quoi? Par leurs intérêts. Et en fonction des moyens dont ils disposent pour atteindre ces intérêts. Est-ce que le Cameroun peut dire que la Guinée, là, je veux la Guinée, là? Est-ce que le Cameroun peut se lever un matin et dire que la France, là, je veux les ressources naturelles de la France, là? Je les aurai par force ou par négociation. Est-ce que vous comprenez? Le Cameroun peut le faire. Vous dites non, pourquoi? Le Cameroun peut le faire. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de ses intérêts. C'est pour ça, effectivement, que vous êtes formés. Vous êtes formés pour ça. Vous êtes formés pour voir comment est-ce qu'un État peut acquérir un certain nombre d'intérêts de l'autre État. Par la force ou par la négociation. Voilà pourquoi est-ce que nous allons donc voir le rapport de force. En ce qui concerne, on va voir plus loin, les facteurs politico-stratégiques qui vont reposer sur le rapport de force. On ne peut pas décider d'aller attaquer si on sait qu'on ne dispose pas des moyens de cette force-là. Voyez-vous? Donc la politique étrangère va donc reposer sur l'attitude qu'a un État à s'exposer, à s'exporter à l'extérieur. La façon dont il souhaite qu'on le perçoive à l'extérieur, c'est à la réalité l'exportation de sa culture, notamment stratégique, à l'extérieur. Les États-Unis voudraient qu'on les voie comme ça, c'est-à-dire comme des mastodontes qu'ils doivent avoir tout par la force. Ils estiment que s'ils veulent quelque chose, ils doivent pouvoir s'imposer comme tel. Voilà effectivement la ligne de conduite de la politique étrangère des États. Il dit quoi? Make America great again. C'est un grand État. Il n'y a pas d'autre à côté. Pour eux, voilà comment est-ce que l'Américain se représente à l'extérieur. À côté de moi, il n'y a personne. C'est moi et les autres. Voilà comment les Américains vont conduire, n'est-ce pas, leur politique étrangère basée sur l'aspect de la grandeur. Est-ce que vous comprenez? C'est dire à quel point on n'a pas le droit d'aller. Ça, c'est le droit international qui rentre effectivement aussi dans l'étude des relations internationales, dans le système international. Seulement, vous allez vous rendre compte qu'en matière de politique étrangère, il y a donc certains États qui décident, n'est-ce pas, d'enfreindre ces règles du droit international pour atteindre leurs objectifs, y compris même ceux qui sont censés protéger ces règles-là. Quand il est question de leurs intérêts, ils vont galvauder ces règles-là, ils vont les bousculer pour atteindre leurs objectifs. Oui. Je voudrais revenir un peu sur la question de la dame. Et en le posant de cette façon, je ne comprends pas, ou bien je veux comprendre les raisons qui expliquent le pourquoi, malgré les traités qui ont été ratifiés sur le plan multilatéral par les États, et il y a des États aujourd'hui qui surpassent ces traités et veulent attaquer d'autres pays sur le plan diplomatique.
j'aimerais également savoir, est-ce que ces traités ont encore leur droit d'existence? Oui, vous attaquez le sujet actuel qui repose sur la pertinence du droit international. Alors, les juristes disent ceci: ubi societas ibius, où il y a la société, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les interactions entre les individus, il faudrait qu'il y ait des règles, les règles qui encadrent les comportements de ces individus qui composent la société, parce que si on laisse chacun, n'est-ce pas, se comporter comme il veut, alors on va revenir à ce que Thomas Hobbes appelle l'état de nature, de lutte contre chacun. Alors, pour qu'on en arrive à cet état animalière, ok, il faudrait des règles. Et c'est pourquoi le droit international a été mis en place. Seulement, l'attitude des êtres humains, notamment des États, qui sont mus par la quête permanente de leurs intérêts, de la satisfaction de leurs besoins. Alors, ces règles se retrouvent souvent comme étant des obstacles, ok, à franchir. La preuve en est que sur le plan national, combien de personnes respectent les règles? Si nous nous prenons par exemple le cas de la circulation routière, quand vous allez au travail, vous allez je ne sais où, vous allez chercher, vous parlez souvent de l'argent, cherche l'argent. Est-ce qu'on respecte les règles? C'est la même attitude que les États ont sur la scène internationale. Il y a ceux-là qui, du fait, n'est-ce pas, d'un certain rapport de force, se retrouvent effectivement en train de respecter ces règles-là. C'est-à-dire qu'ils savent que si je ne respecte pas, on va me sanctionner. Et ceux qui vont me sanctionner sont prêts à le faire. Et c'est moi qui perds. Alors, il y a d'autres, effectivement, qui s'en foutent. Qui savent que le rapport de force est supérieur à eux. Prenons par exemple le cas de la Russie. La Russie n'a jamais souscrit un traité, n'est-ce pas, par exemple, de non-prolifération, ou alors un traité de droits de l'homme. Voyez-vous? Parce que pour lui, les droits de l'homme, il a une représentation de ces droits de l'homme. Et ces droits de l'homme, tels que posés par le droit international, ne lui conviennent pas. Ça ne rentre pas dans ses intérêts. Alors quand lui, il veut atteindre ses objectifs, ne lui parlez pas des droits de l'homme. Il n'est pas concerné par ces droits de l'homme. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité de Rome, qui est sur la Cour pénale internationale. Pourquoi? J'estime que ça ne sert à rien en ce qui concerne les intérêts. Est-ce que vous comprenez? Il y a que le droit est là quand même pour baliser, pour éviter qu'on en arrive à des situations, des catastrophes, comme cela a été pendant les deux grandes guerres mondiales. Mais les États restent, c'est pas, mus par la quête des intérêts. Et voilà pourquoi certains États qui sont censés protéger même ce droit se retrouvent souvent en train de le violer. Est-ce qu'on comprend? Donc la politique étrangère, on va le voir par la suite, permet aux États de comment est-ce que atteindre leurs objectifs. Comment est-ce qu'ils entendent satisfaire à leurs intérêts. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je voudrais savoir,
Je voudrais savoir quelle est la relation qui lie la politique intérieure et la politique étrangère. Très bien. Alors, la relation qui lie la politique intérieure à la politique étrangère, on va le voir avec l'écurie. Il n'y a pas, pour certains, il n'y a pas une différence étanche entre la politique intérieure et la politique étrangère. La politique intérieure, évidemment, c'est comment est-ce que l'État est gouverné à l'intérieur. Quels sont les objectifs que l'État attend atteindre sur le plan interne. Et évidemment, la politique étrangère est celle-là qui n'est que la continuité sur le plan extérieur de la politique intérieure. Donc, il n'y a pas une différence étanche de la politique intérieure avec la politique étrangère, puisque la politique étrangère, effectivement, a pour objectif de satisfaire à la politique intérieure. OK? Je parle pour cause parce que chez nous, dans mon pays, C'est-à-dire où? au Togo, Oui. notre président est nommé dans plusieurs traités, donc plusieurs accords de paix. Donc, il est sollicité pour les accords de paix internationaux. Mais on ne sait pas, la médiation, on ne sait pas ce que ça produit à nous, ou bien au Togolais lambda. Puisque tout ce que la population réclame, il est muet, il est sourd, mais sur le plan international, il est dans toutes les médiations. On ne sait pas ce que ça nous produit, mais la population crie tout le temps, mais rien n'est fait. Très bien. C'est pour ça que je pose la question. Oui, votre question est pertinente. Elle est tellement pertinente que vous allez comprendre que l'attitude de votre chef d'État, c'est fort, n'est-ce pas? Gnassingbé. Il participe effectivement au rayonnement de l'État à l'extérieur. OK? C'est-à-dire qu'il fait briller l'État à l'extérieur. Il s'attire une certaine sympathie de l'extérieur au mieux des intérêts de l'intérieur. Voyez-vous, un chef d'État qui est investi dans des questions de médiation, ça veut dire que c'est un chef d'État qui est dans une configuration de la paix. À l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il présente son pays comme étant un État de paix, un État qui est pris de paix. Est-ce que vous comprenez? Et de ce fait, quand on parle d'un conflit, on parle d'abord de qui? Qui est médiateur? C'est le Togo qui est médiateur. Est-ce que vous comprenez? C'est le Togo, ça dit que le Togo est en train de rayonner sur le plan international en tant que médiateur dans un conflit. Le Togo est en train de s'attirer une certaine sympathie de la communauté internationale. Et qu'est-ce que ça donne comme bénéfice au Togolais? Ça donne... Très bien. Sur le plan international, évidemment, ça fait que le Togo est le Togo est en compatibilité avec les mécanismes de paix mis en place par la communauté internationale. Et de ce fait, le Togo attire sur lui des investisseurs. OK? Le Togo attire sur lui des partenaires. Le Togo attire sur lui une certaine sympathie de la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez? Juste à partir de là. Oui, je comprends. Oui. Mais mon inquiétude n'est pas toujours de là. Qu'est-ce que ça nous apporte? Le Togo attire la sympathie de la communauté internationale. Des investisseurs, vous parlez des investisseurs? Oui. On en a des investisseurs qui viennent au pays,
qui investissent, qui emploient nos frères, mais qui sont sous-payés. Et ça, en complicité, on ne sait pas comment ça se passe. Même, ils ne sont pas bien payés. Et avec des rapatriements de fonds à l'extérieur du pays, on ne sait pas ce que ça nous profite au Togo. Ça, c'est un autre débat. OK? C'est un autre débat. C'est un débat de politique intérieure. Nous étudions en quoi est-ce que le rôle que joue le Togo sur le plan international apporte. Quelle est la plus-value? D'accord? C'est une plus-value du rayonnement du Togo sur le plan international. Le Togo rayonne de sa présence en tant que havre de paix, en tant que celui-là qui tisse, n'est-ce pas, la paix sur le plan international. Imaginez que le Togo était, par exemple, ce qu'on dit du Rwanda, sans vouloir faire un jeu au Rwanda, c'est-à-dire le M23, etc. Vous voyez l'image que le Rwanda a sur le plan international. C'est-à-dire que on regarde le Rwanda d'un certain regard, un regard qui porte à dire que le Rwanda est celui-là qui instigue l'insécurité dans le conflit entre le M23 et le Congo. Et vous avez vu sur le sujet des dossiers en question, ouais, par exemple le Paris Saint-Germain, il y a une mention écrite là, visite Rwanda. Ça crée un tollé. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée un tollé. On questionne que, attention, une équipe aussi célèbre dans le monde, pourquoi pouvez-vous aborder, n'est-ce pas, des effigies ou une promotion marketing investie au Rwanda, un pays qui instigue la violence dans la sous-région? Attention, c'est encore sûr, c'est encore en discussion. Voyez-vous, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Voyez-vous, ça crée beaucoup de débats sur la question, mais ça ne crée pas de débat sur la question de Faure Gnassingbé à intervenir dans les médiations. Tout au contraire. Je vais également prendre dans le même cas la Turquie. La Turquie est en train de prendre une certaine ampleur en ce qui concerne la médiation dans les conflits, non seulement dans le Moyen-Orient. Vous savez ce que ça fait à la Turquie? Ça lui attire un certain rayonnement, une certaine crédibilité sur le plan international. On croit à la Turquie. Ça fait que quand la Turquie vient, on dit non, ça c'est un pays quand même qui promeut la paix, qui s'active dans des questions de médiation. Et quand il y a un conflit, on va appeler qui? On va également encore appeler la Turquie. Est-ce qu'on se comprend? Les questions de politique interne restent liées aux politiques étrangères. OK? Parce que la politique étrangère n'est que la continuité de la politique interne. Est-ce qu'on peut continuer? Il n'y a pas d'autres préoccupations. Oui, madame. Merci pour la parole, cher docteur. Est-ce que vous pouvez enlever cher? Eu égard à ce que vous avez dit dès longtemps, peut-on dire que la diplomatie relève de la politique étrangère? Oui. Oui. La diplomatie relève effectivement de la politique étrangère. C'est même le sens à la réalité accordée. Seulement, il faut comprendre que la diplomatie fait partie de la politique étrangère. La diplomatie, c'est l'intelligence dans la négociation. L'intelligence à comprendre des situations au mieux des intérêts de son État. Parce qu'en matière de politique étrangère,
il y a deux acteurs qui peuvent intervenir, à savoir, comme le dit Raymond Aron, le diplomate et le soldat. Situation du rapport de force. Si le rapport de force est favorable et qu'on estime qu'il faut utiliser la force, le diplomate, ce n'est plus le diplomate. Le diplomate, lui, c'est en temps de paix. Voyez-vous, lui, il est en temps de paix. Au pire, en temps de crise, c'est-à-dire celui-là qui est censé, comme notre camarade ne veut pas le reconnaître, s'investir à ce que la situation rentre à la normale, c'est-à-dire dans la médiation. Donc la diplomatie fait partie de la politique étrangère. C'est dire à quel point la politique étrangère n'est pas seulement réservée aux diplomates. On va le voir plus loin. L'élaboration de la politique étrangère. Ce n'est pas seulement les diplomates du ministère des Affaires extérieures, ceux des organisations internationales qui sont concernés, l'administration de l'État, des politiques étrangères. Bien. L'étude donc de la politique étrangère, on l'a dit, doit conduire à un savoir cumulatif que seule la méthode comparative et l'élaboration des théories soutenues l'une et l'autre par l'emploi des techniques d'analyse rendront possible. On parle donc effectivement du savoir cumulatif. Il faut mettre ici en face l'idée selon laquelle comprendre la politique étrangère revient effectivement à mobiliser tous les savoirs nécessaires pour rendre compte de la situation, pour rendre compte du comportement d'un État sur la scène internationale. La méthode comparative, elle est également mobilisée. On parle de comparaison. La comparaison aussi viendra à préciser sur la spécificité de chaque État, mieux encore le comportement que chaque État adopte sur la scène internationale. Les États n'ont pas la même attitude sur la scène internationale. Voilà pourquoi est-ce que la méthode comparative est donc bienvenue pour mieux rendre compte de la politique étrangère. Alors, quand on parle donc de ce savoir cumulatif, de l'emploi des techniques d'analyse, c'est une technique pour rendre compte de la politique étrangère. Que ce soit économique, politique, scientifique, religieux même, sur la scène internationale. Quand on parle donc du savoir cumulatif, c'est ce savoir-là qui s'appuie sur toutes ces intelligences-là pour rendre compte de la politique étrangère, c'est-à-dire du comportement d'un État à l'extérieur. Il se comporte comme ça, pourquoi? Parce qu'il, sur le plan scientifique, il veut être le premier. Et s'il est premier sur le plan scientifique, ça veut dire qu'il veut vendre sa science. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Si vous n'avez pas ces éléments-là, qui sont liés à l'évolution scientifique d'un État, vous n'avez pas les éléments liés à la culture, à l'économie, à l'histoire, comme on va le voir, d'un État, il est très difficile pour vous de cerner le comportement d'un État à l'extérieur. Donc, il faut intégrer ce savoir cumulatif dans l'analyse. Il s'agit donc en somme d'appliquer la démarche scientifique telle qu'on l'entend dans les sciences sociales contemporaines au phénomène de la politique étrangère. C'est-à-dire que la méthode en politique étrangère repose sur la méthode scientifique
des sciences sociales. Quelle est donc la méthode des sciences sociales? On a dit que il faut considérer les phénomènes sociaux comme des faits. Et de ce fait, il faut commencer par faire quoi? Par observer. On observe. La démarche en politique étrangère, c'est quoi? La démarche des sciences sociales qui repose premièrement sur le comportement empirique, l'empirisme qui repose sur l'observation. Pour rendre compte d'un fait, on observe. On ne devine pas, on n'imagine pas. On doit observer. Observer pour relever les occurrences. Vous ne pouvez pas observer une fois et puis vous dites c'est ça. S'il fait ça, ça veut dire que c'est ça. Non. L'observation repose donc sur l'expérimentation. Il faut expérimenter. C'est-à-dire identifier le nombre de fois qu'il a l'habitude de le faire. Comment est-ce qu'il le fait? Ça repose donc sur l'observation. L'observation consiste donc à identifier un comportement et à lui attribuer ce qu'on appelle dans les études américaines le behaviorisme, c'est-à-dire l'étude du comportement. L'étude du comportement. Vous savez, aux États-Unis, on quantifie le comportement. Les études aux États-Unis, la science politique qui repose essentiellement sur la comptabilité. On comptabilise vos comportements. Voilà pourquoi est-ce que les faits ici sont traduits en termes de statistiques, en termes de chiffres. 75% des États pensent que, on ne le dit pas en l'air, on le fait en comptant. Ils l'ont dit à un moment, ils se sont comportés ici, ils ont fait ceci, ils ont, en fonction, n'est-ce pas, des situations, on peut comptabiliser. Donc les faits reposent donc sur ce behaviorisme, l'étude du comportement qui sera comptabilisé et traduit en termes chiffrés. Voyons par exemple, si on prend un cas, c'est-à-dire que dans la politique étrangère des États-Unis, les États-Unis ont par exemple engagé plusieurs guerres. Ceci peut déjà dire davantage sur le comportement des États-Unis, qui est essentiellement basé sur quoi? Par l'usage de la force pour atteindre ses objectifs. Les États-Unis ont ouvert plusieurs fronts. C'est un fait. On le fait à partir de l'observation. Donc la méthode en politique étrangère consiste donc à observer. Observer, interpréter et puis tirer des conclusions qu'on appelle les résultats. On observe, on expérimente, on interprète et puis on tire des conclusions. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'attitude que un chercheur en sciences sociales adopte pour rendre compte du phénomène social. Vous n'allez pas rester chez vous et puis vous voyez un événement à la télé et puis vous dites que c'est ça. Non. Vous devez pouvoir expérimenter, vous devez pouvoir le vérifier. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, il l'a fait. Combien de fois? Est-ce qu'il a l'habitude de le faire? S'il a l'habitude de le faire, ça veut dire que son comportement est un comportement belliqueux ou répressif.
Du coup, on peut tirer des conclusions concernant l'attitude en politique étrangère. Très bien. Nous supposons que vous avez compris de quoi il est question en ce qui concerne la méthode à adopter en matière d'analyse en politique étrangère. La politique étrangère est un domaine mouvant. Il existe à ce propos un certain nombre d'ouvrages. L'on peut citer par exemple, l'ouvrage qu'on vous donne là, ce n'est pas pour l'ère de la technique. D'ailleurs, on vous donne, je fais l'introduction et puis on vous donne le support du et puis vous allez chercher. On vous donne il va vous demander qu'on fait tel ou international